Salut Pecciotti, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les news hardware, ça faisait un moment, et on va parler de toutes les nouveautés hardware qui vont sortir dans les prochains mois. Les Ryzen 9000 devraient sortir en juin, on va parler des performances, on va parler des RTX 5000, date de sortie et ce qu'il faut s'attendre toujours au niveau des performances. AMD jette l'éponge avec les RX 8000 pour faire la concurrence à Nvidia, mais réserve des surprises car j'ai trouvé un brevet très intéressant dont je vous parle plus tard et qui concerne les RX 9000. Après on passe à Intel, on va parler des nouveaux processeurs de 15e génération qui devraient être au moins sur papier meilleur des Ryzen 9000. On va parler des cartes graphiques Battlemage et je suis sûr que certains de vous vont être déçus par ce que je vais vous raconter. Encore on va parler des RAM de carrément 1 Tera et plein d'autres news, mais tout ça après le sponsor. Le sponsor d'aujourd'hui est Godial24.com, un site où vous pouvez acheter des clés Office et Windows pas cher. Personnellement, je les achète à 1 euro sur Cdiscount, regardez dans mes shorts, mais une alternative valide pas chère, c'est Godial24. Ici, vous avez des clés Windows 10 Pro autour de 8 euros et 11 Pro autour de 13 euros. Mais je vous rappelle qu'une clé Windows 10 Pro est utilisable aussi pour activer Windows 11 Pro. Une fois choisi la clé qui vous intéresse, vous cliquez sur Buy Now, puis vous ajoutez la clé au panier. Vous cliquez sur panier et rappelez-vous bien de rentrer le code PICA50 pour avoir une réduction de 50%. Vous procédez au paiement et après vous allez recevoir la clé que vous avez choisie. Et je commence par la première news qui concerne Nvidia. Les cartes graphiques RTX 4090 continuent à cramer au niveau de la prise de branchement. Le YouTuber Northridge Fix a dû remplacer des sons prises dans un seul mois. C'est comme si 6 cartes graphiques, un peu plus de 6 cartes graphiques, crament au niveau de la prise par jour. Je trouve ça énorme, je ne comprends pas comment Nvidia arrive à gérer ça en toute tranquillité. Une nouvelle norme de la prise a été mise en place et délivrée avec les nouvelles cartes. Et en fait, ici, c'est dommage de ne pas savoir si les connecteurs qu'on cramait sont les nouveaux ou sont les anciens. Mais en tout cas, je trouve que c'est toujours un scandale que Nvidia n'a jamais voulu avoir un vrai commentaire sur la question. Je pense que la meilleure façon pour taire une news, c'est de ne pas en parler, mais là, c'est vraiment un scandale. News positive pour qui a une carte graphique Nvidia, le DLSS continue à évoluer et arrive à la version 3.7 qui ramène des améliorations visuelles perceptibles principalement durant les phases de mouvement afin de réduire les effets de flou et les éventuels artefacts. Au moins ce qu'on retrouve écrit dans cet article, car sur le site d'Nvidia on parle plutôt d'un nouveau profil pour améliorer la qualité d'image et le support à l'upscaling de type alpha. En tout cas, ici il y a une vidéo qui montre la différence entre le DLSS 3.5, 3.6 et 3.7. Voilà, j'ai muté parce que sinon on n'entend rien. Et je pense que ça a vraiment l'intérêt quand on zoome ici pour voir qu'il y a moins de flickering ici par rapport au 3.5 et 3.6. Sur d'autres scènes, je vois vraiment pas de différence, comme ici, il y a vraiment que dalle. Personnellement, je vois pas la différence. Oh, ici, quand il y a la voiture en mouvement, regardez, mais pour moi, c'est pareil entre les trois DLSS. Et en tout cas, ça m'a l'air normal qu'il n'y a pas vraiment un changement très important, sinon Nvidia aurait sûrement fait une vidéo dédiée à ce sujet. Passons maintenant à la news plus importante, les RTX 5000 devraient être annoncés en septembre et avoir une disponibilité, je pense, pour la 5090 en novembre et pour la 5080 en décembre. En tout cas, cet article nous dit que sûrement vont arriver à la fin de l'année, at the end of the year, comme il dit ici le leaker Copit7Kimi. Mais aujourd'hui, je vais aller plus loin de ça et vous parler vraiment des performances. Il y a le YouTuber Graphically Challenged qui a résumé un peu toutes les rumeurs et du coup, maintenant on a une liste des possibles
spécifications et performances de ces nouvelles cartes graphiques de Nvidia. L'RTX 5060 qui devrait sortir en avril voire mai 2025 devrait arriver avec 42 unités de calcul, une fréquence légèrement plus élevée sur le boost clock, finalement 12 Go de VRAM. Nvidia va abandonner les 8 Go sur les cartes bas de gamme, une bande passante qui va presque doubler par rapport à l'RTX 4060 et ça c'est normal vu que les RTX 5000 devraient monter de la mémoire GDDR7 qui au début va arriver avec 2 Go par module et après la capacité devrait augmenter à carrément 3 Go par module. Mais je pense qu'on va voir ça plutôt avec la sortie des RTX 5000 Super. En tout cas, si on revient à la liste, l'autre chose qui augmente c'est la cache qui devrait arriver à 32 MB pour une augmentation théorique maximale de performance de 85%. Si on va voir où se positionne la 4060, plus 80%, ça veut dire être carrément au niveau d'une RTX 4070 Super, mais je ne pense pas du tout que ce soit le cas. Ce que je pense soit vraiment probable est que cette 5060 soit au niveau d'une RTX 4070, donc une augmentation de 55% de performance. L'autre chose bizarre que je vois ici est que par rapport aux autres cartes graphiques, la 5060 est sur 4 nanomètres, les autres sur 3 nanomètres. Peut-être vu que c'est la bas de gamme, Nvidia a décidé de faire des économies. Je ne vais pas vous parler de toutes les autres caractéristiques des autres cartes, vous pouvez les voir ici affichées, mais je vais quand même vous dire quand c'est prévu la sortie et où se positionne au niveau des performances. Alors la 5070 devrait sortir janvier voire février 2025. Au niveau des performances, on s'entend en plus 50% de performances, ce qui veut dire que si la 4070 est ici, plus 50%, ça veut dire être au niveau d'une 4070 Ti Super, voire 4070 Ti. Donc la 5070, à mon avis, sera très proche d'une 4070 Ti Super. Et je veux juste que ce soit clair qu'ici on parle de spéculation et sont juste des estimations. On saura seulement à la sortie de ces cartes graphiques la vraie performance de ces cartes. La 5080 devrait avoir une augmentation de performance de 1.7 fois, donc plus 70%, voire à mon avis toujours en plus 50 voire 60%, ce qui veut dire que par rapport à une 4080, être pratiquement un poil inférieur à une RTX 4090 ou carrément au niveau d'une 4090. En tout cas, pour la date de sortie, devrait être en décembre 2024. Enfin, la 5090, on s'entend carrément en 80% plus de performance avec une date de sortie normalement de novembre 2024. Plus 80% de performance, ça sort de tous les graphiques vu qu'aujourd'hui la 4090 c'est la carte plus performante. Maintenant la question est-ce qu'on a besoin de tellement de performance? La réponse est oui si les jeux vont pousser les graphismes de ouf au point de dépasser de 2 fois je pense Alan Wake 2. À ce moment-là peut-être il y a un sens d'acheter cette carte graphique, sinon aujourd'hui je la trouve inutile mais je vais peut-être changer d'avis à la fin de l'année. En tout cas il y a toujours une utilité d'un point de vue professionnel. J'en profite aussi pour vous dire qu'avec la sortie des RTX 5000, la définition 1080p va très probablement disparaître. Pourquoi? Parce que si la 5060 c'est une carte au même niveau de la 4070, que c'est une carte pour la 1440p, je ne vois pas comment cette 5060 peut être utilisée pour la 1080p. Au moins que, je le répète, le jeu vidéo commence vraiment à être poussé au niveau des graphismes. De toute façon, j'ai l'impression qu'aujourd'hui,
l'hardware arrive à un point de saturation. Il devient trop performant par rapport à ce qu'on veut faire avec nos PC. Voilà pourquoi la 1080p va disparaître, la 1440p va devenir le nouveau standard, la 4K va devenir la nouvelle 1440p et la 8K, à mon avis, va jamais s'imposer sur le marché des PC. Mais je vais peut-être me tromper vu que les fabricants aujourd'hui vendent facilement de la poudre aux yeux. Je passe maintenant à AMD et on parle de l'architecture Zen 5 et plus précisément de Ryzen 9000 qui devrait être annoncé en juin lors du Computex. Sont vraiment très proches car en fait dans les mises à jour du BIOS de certaines cartes mères comme cette B650 Carbon Wi-Fi de MSI, on voit ici la raison de cette mise à jour Updated for Next Gen CPU. Donc cette mise à jour du BIOS est nécessaire pour pouvoir utiliser les processeurs de nouvelle génération, les Ryzen 9000. Et je vous rappelle vite fait, parce que j'en ai déjà parlé dans mes vidéos de news précédentes, que ces nouveaux processeurs vont arriver avec une architecture très similaire à celle d'Intel, avec des corps performance et des corps efficients. Alors, en général, on pourrait avoir des processeurs avec jusqu'à 16 corps performance et jusqu'à 32 corps C au corps efficient. Mais, et c'est un grand mais, on ne sait pas aujourd'hui comment AMD va distribuer les corps performance et les corps efficients. Je ne pense pas qu'on va avoir 16 corps performance et 32 corps efficients, ça va faire beaucoup. Je pense qu'AMD va positionner le nombre de corps selon comment Intel va positionner ses corps pour la 15e génération de processeurs dont je vous parle plus tard. En tout cas, au niveau des performances, j'ai entendu des youtubeurs et des personnes dire jusqu'à 40% plus de performance. C'est une connerie. Normalement, selon les derniers leaks de Moore's Law is Dead, qui est en contact avec des personnes qui travaillent pour AMD, pas forcément directement avec AMD, on devrait être sur du 17% de plus de IPC ou instructions per cycle, que ça ne veut pas dire plus 17% de performance, mais presque. En tout cas, à chaque génération de processeurs, on a un plus 15% de performance, que, à mon avis, ça fait plaisir, mais c'est jamais assez par rapport au saut de performance qu'on a avec les cartes graphiques. Donc, rien de révolutionnaire de ce point de vue. Mais je pense pour qui est sur la série 5000, ça peut faire quand même un gap de plus 30% de performance, que ce n'est pas du tout négligeable. Et à propos des cartes graphiques, maintenant on parle des RX 8000 et plus précisément des Navi 48, que c'est le nom de la carte graphique plus performante qu'on devrait avoir avec les RX 8000, a été trouvé dans les mises à jour de Rock M, ça c'est GitHub, donc il y a eu des requêtes pour des intégrations qui concernent du coup la Navi 48, la RX 8000, et je dois vous dire que les informations sur ces cartes ne sont pas du tout positives. Pourquoi? Alors, Navi 48, que c'est la carte plus performante, devrait avoir des performances entre une RX 7900 XT et une XTX. Vous direz, Pika, mais ce n'est pas possible. La carte plus performante des RX 8000 n'arrivera même pas à faire la concurrence avec Nvidia? Oui. AMD a décidé de sauter cette génération pour se concentrer sur la prochaine, sur les RX 9000. Je termine ici et après je passe aux RX 9000. Le vrai avantage ici va être le prix qui normalement devrait être autour de 500 €. Donc à la sortie de cette carte graphique, pour 500 €, vous avez une RX 7900 XT+. De toute façon, aujourd'hui, avec une 7900 XT, vous pouvez jouer à n'importe quel jeu, même en 4K. Donc, avoir une carte si performante pour 500 € me semble un très bon compromis, même si ça veut dire que AMD fait la concurrence à AMD et Nvidia a la route libre pour les cartes moyennes haute de gamme.
L'autre problème est que la 5070, qui comme je vous ai dit tout à l'heure, va avoir des performances au niveau d'une 4070 Ti Super, ne sera pas trop loin de cette RX 8800 XT. Normalement, cette Navi 48 devrait être la 8800 XT. Et à ce moment-là, avec un prix autour de 600 € et un meilleur ray tracing, même si, je ne l'ai pas dit, mais ces nouvelles RX 8000 devraient avoir une meilleure gestion du ray tracing, je ne sais pas si les personnes vont vraiment trouver cette carte à 500 € vraiment intéressante. Mais vous le savez, AMD c'est le roi d'un point de vue prix-performance, donc il faut attendre la sortie de ces nouvelles cartes graphiques prévues pour la fin de l'année. Même si je pense que peut-être au Computex, AMD pourrait dire quelques mots sur RDNA 4 et du coup sur les RX 8000. Enfin, la Navi 44 que vous voyez ici devrait avoir des performances entre une RX 7600 XT et une 7800 XT, donc plutôt au niveau d'une 7700 XT, devrait avoir un coût de 350 € et du coup être la 4060 Ti Killer. Toujours même souci, la 5060 va avoir très probablement des performances entre une 4060 Ti et une 4070. Le prix va être, je pense, de 350 € avec un nouveau DLSS, très probablement, nouvelle technologie. J'ai du mal à voir comment ces cartes graphiques peuvent vraiment faire la concurrence à Nvidia, même si AMD pousse sur le prix performance. On va voir. En tout cas, pourquoi AMD a décidé de jeter l'éponge et sauter cette génération? La réponse est simple, va être devant Nvidia, va se concentrer sur la nouvelle architecture des RX 9000 de façon de pouvoir finalement faire le pas qu'elle n'a jamais réussi à faire, au moins d'un point de vue des cartes graphiques. Et je pense qu'il y a toutes les cartes dans les mains pour pouvoir y arriver. Pourquoi? Parce que je vous montre ça avec ces brevets que vous trouvez en description. AMD est en train de travailler sur une nouvelle architecture de cartes graphiques avec plusieurs puces, dont le raisonnement sur la distribution des tâches est différent. De base, les RX 7000, on le sait, sont déjà des cartes avec plusieurs puces. Il y a les puces qui gèrent la mémoire et la puce qui gère les calculs. Mais là, on parle d'une carte graphique avec plusieurs puces de calcul. Quelque chose que ce n'est pas vraiment nouveau pour AMD, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais AMD avait déjà essayé de faire ça avec une carte graphique qui consommait beaucoup et surtout avec une perte de performance due à un passage des données entre les puces de calcul qui n'était vraiment pas au point. Donc, aujourd'hui, AMD cherche un raisonnement différent. À la place d'avoir un distributeur central des tâches vers chaque puce qui doit tenir en compte de l'état actuel des puces et travailler comme si toutes les puces sont une seule entité, AMD a décidé de considérer les puces indépendantes et chacune capable de comprendre ce qu'elle doit faire pour à la fin donner les résultats et avoir le rendu final. Donc d'un côté on a une distribution centrale d'informations qui va vers les puces et que c'est un raisonnement que ça n'a pas marché pour AMD, et de l'autre on a des puces indépendantes qui au final font leurs calculs et tous les calculs nous donnent le rendu. C'est similaire, mais ce n'est pas exactement la même chose. Si vous êtes plus curieux de savoir, parce que je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je vous rappelle, allez en description vu que je mets le lien vers ces brevets, et ici vous avez vraiment beaucoup de choses à lire qui expliquent tout ça. La seule chose qui m'inquiète est que AMD va être devant Nvidia, mais Nvidia n'est pas en train de dormir. Avec la nouvelle architecture des RTX 5000 pour les calculs d'intelligence artificielle Blackwell, Nvidia a déjà créé un super chip avec deux puces sur le même chip. Je parle de quoi? Ici c'est difficile de le voir, mais si vous voyez ici à la présentation et vous voyez ces traits, on a bien deux puces les gars qui sont interconnectées et travaillent comme une seule puce. Nvidia a fait un travail de dingue, a sorti le lapin du chapeau et je dois vous dire que je suis quand même impressionné. Maintenant fabriquer cette puce ça coûte ultra cher, ça va difficilement arriver pour les gamers, mais
Ce que je suis en train de dire est que AMD est en train de sauter une génération pour arriver à une architecture de dingue pour les RX 9000, mais Nvidia, s'y arrive à mettre en échelle pour les gamers, ça peut être toujours devant AMD. Donc, à voir ce qu'il va se passer, mais j'espère qu'AMD ne va pas être toujours un pas au-dessous de Nvidia. Et pas parce que je suis pro AMD ou je suis pro Nvidia, simplement parce que si c'est le cas, Nvidia pourra toujours se permettre tous les prix qu'il veut sur ses cartes graphiques. Dernière news d'AMD, on a du FSR 3.1 qui va résoudre certains problèmes comme ici, une réduction de ghosting, l'image est beaucoup plus nette par rapport à ce que vous voyez à gauche, ou ici, on a moins de flickering sur l'image, un des problèmes vraiment très présents sur le FSR. À mon avis, le vrai problème du FSR est vraiment cette qualité inférieure sur le rendu de l'image par rapport au DLSS. Est-ce que maintenant avec ce FSR 3.1, AMD va être au même niveau du DLSS 3.7 de Nvidia ou du XESS 1.3 dont je vous parle plus tard? Vous allez le savoir car je vais faire une comparaison dès que le FSR 3.1 sera implémenté dans un jeu vidéo. Donc abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous n'allez pas rater cette vidéo. Je sais, je vous avais promis une vidéo de comparaison entre FSR 3.0 et DLSS 3.5. J'ai dû donner la priorité à d'autres vidéos, mais cette comparaison va arriver. Je passe maintenant à Intel et je vous parle des processeurs de 15e génération pour ordi de bureau basés sur l'architecture Arrow Lake. Ont été dévoilées beaucoup d'informations, mais sûrement la plus surprenante est que ces processeurs ne vont pas avoir de hyperthreading. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur Process Lasso que je vous conseille de regarder pour en savoir plus, mais normalement on assigne un thread à un corps physique et avec l'hyperthreading on peut traiter deux threads pour chaque corps vu que c'est vu comme deux corps logiques. Je répète, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai déjà traité ça dans la vidéo sur Process Lasso. Vous devez savoir que l'hyperthreading a été inventé pour pouvoir processer plusieurs threads en même temps. Et à l'époque, c'était très utile, même aujourd'hui dans certains scénarios, est très utile. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, par exemple il y a 10 ans, on n'avait pas de processeurs avec une vingtaine ou plus de corps comme on a aujourd'hui. Donc, ce n'est pas comme si Intel a décidé de dégager l'hyperthreading parce qu'il voulait perdre des performances sur les calculs multithreading, mais parce que Intel a trouvé une valide alternative. Dans ce brevet, on voit comme Intel a réussi à distribuer les threads entre les corps performance et corps efficient pour pouvoir rattraper les performances que normalement devrait avoir avec l'hyperthreading activé. Donc finalement, plus besoin de l'hyperthreading, que ça veut dire aussi un gain de performance dans certains jeux vidéo et peut-être un gain de performance aussi sur le multithreading. Je ne peux pas vous dire parce que je ne sais pas aujourd'hui combien c'est efficace cette nouvelle méthode d'Intel, mais on va le voir. Je ne pense pas que les ingénieurs d'Intel sont cons pour décider d'abandonner l'hyperthreading. Je pense qu'ils ont trouvé une valide alternative. De toute façon, selon les rumeurs et les leaks d'informations par le YouTuber Moorslaw is Dead, normalement Arrow Lake devrait ramener entre 25 et 35% plus de performance par rapport à Meteor Lake, la 14e génération des processeurs d'Intel. Plus 25 voire 35% de performance, c'est bien devant les plus 17 voire 20% de performance des processeurs Ryzen 9000. Donc Intel va sortir des processeurs plus tard vers la fin de l'année, mais peut-être plus performants par rapport aux processeurs d'AMD.
De plus, ont été dévoilées des informations sur les nouvelles cartes mères série 800 pour les processeurs de 15e génération d'Intel, dont les informations plus importantes sont le nombre de corps maximal pour ces processeurs va être toujours de 24 comme pour la 14e génération, mais de plus, on a 8 corps dédiés à l'intelligence artificielle, et ça m'étonne pas vu que Windows 12 devrait sortir en 2024 et c'est un système d'exploitation basé sur l'intelligence artificielle qui peut bien profiter des corps dédiés à ça. De plus, la mémoire DDR5 va tourner de base à 6400 MHz, donc je vais peut-être mettre à jour mon fichier pour faire correspondre le timing avec la fréquence 6400 MHz. On va voir quand ces nouveaux processeurs et cartes mères vont sortir. Et encore, j'ai deux informations vraiment très importantes. La première est que pour pouvoir utiliser les processeurs de 15e génération, vous serez obligé à acheter ces nouvelles cartes mères de la série 800 parce qu'il y a un changement de socket. Et la deuxième information est que le nombre de pistes PCIe 5.0 augmente par rapport à la série 700. On a un total de 24 pistes, dont 20 génération 5. Donc ça veut dire qu'on va avoir sûrement 4 pistes dédiées pour pouvoir installer un SSD NVMe génération 5 qui, comme je vous ai démontré, sert à rien. Je passe maintenant aux nouvelles cartes graphiques d'Intel, les Battlemage, qui devraient sortir, selon cette news, lors du Black Friday. Personnellement, j'y crois pas trop, c'est une date improbable, mais que les cartes peuvent sortir en novembre 2024, pourquoi pas, vu qu'elles sont prévues pour la fin de l'année. En tout cas, comme pour les RTX 5000, vous trouvez ici un résumé des informations hypothétiques sur le nombre de corps, sur la fréquence, la cache, la mémoire et la bande passante de ces nouvelles cartes graphiques. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, vu que ce sont des informations spéculatives, mais à partir de là, on peut classer ces cartes graphiques par rapport à d'autres cartes graphiques pour estimer les performances. Le YouTuber Graphically Challenged a essayé de faire ces calculs dont je suis moyennement d'accord, et ici on peut voir que la carte graphique moins performante, la B970, devrait se situer entre une 4070 Ti et une A770, pratiquement au niveau d'une 4070. Et coûtait $350, donc je pense 400 € en France. 400 € pour une 4070 qu'on retrouve aujourd'hui plutôt sur les 550 €, ça peut sembler vraiment très intéressant, sauf qu'on parle de la fin de l'année. Et à ce moment-là, Nvidia aurait annoncé les RTX 5000, dont la 5060, qui normalement va avoir les mêmes performances de cette carte, mais va sortir en avril, voire mai. Et AMD aura annoncé les RX 8000, dont la 8700 XT, que je vous rappelle, c'est la 4060 Ti Killer, et que niveau performance va être très proche de cette carte avec un prix moins cher, probablement de 350 €. Donc, Intel, à mon avis, va avoir du mal à vendre cette carte graphique. Mais le prix est très attractif et de plus, il faut encourager le tentative d'Intel d'entrer dans un marché vraiment très difficile. La B980, par contre, c'est une carte beaucoup plus intéressante parce que elle va pas avoir une performance très proche de la RTX 4080, mais probablement on va avoir des performances proches d'une 4070 Ti Super, voire 4070 Ti, pour un prix de $450, donc autour de 500 voire 550 € en France. Et avoir une carte avec les mêmes performances d'une 4070 Ti Super ou même une 4070 Ti pour 500 voire 550 €, c'est très intéressant, surtout que la 4070 Ti Super aujourd'hui coûte 900 €. La 4070 Ti, on la retrouve presque plus, mais c'est entre 700 et 800 €. Donc, Intel, de ce point de vue, je pense que peut faire du mal à AMD et Nvidia. Mais il faut aussi se rappeler que AMD va annoncer la 8800 XT, très probablement c'est ça le nom de la Navi 48,
qui va avoir des performances entre une 7900 XT et 7900 XTX pour un prix 550, 600 euros. Je ne sais pas exactement à combien on va la placer AMD, mais comme vous comprenez bien, c'est un prix très collé à Intel avec des performances qui vont être très proches ou peut-être légèrement plus élevées. Donc c'est dingue parce que les prix tombent à des prix raisonnables pour des cartes qui sont capables de la 4K. Mais en même temps, je suis un peu deg pour Intel qui cherche d'entrer sur le marché mais se retrouve toujours avec trop de concurrence pour le retard qu'il doit rattraper. Enfin, on parle du XeSS d'Intel, la technologie d'upscaling qui arrive maintenant à la version 1.3. Ça continue à évoluer. Elle est plus détaillée sur la reconstruction des images, on a moins de paires de détails comme vous voyez ici sur le rideau, et de plus arrive avec de nouveaux profils. On a un profil native anti-aliasing, un peu comme Nvidia et AMD aujourd'hui. On a un profil Ultra Quality Plus et un profil Ultra Performance qui sont ajoutés au profil de base et sont intéressants mais décalent les profils par rapport à Nvidia et AMD et je trouve ça chiant pour faire des comparaisons. En fait, normalement, la résolution de mise à l'échelle pour le profil Ultra Quality maintenant passe à 1.5 alors que c'était 1.3, exactement comme pour l'Ultra Quality du DLSS et du FSR. Donc ça décale toute la gamme des profils au niveau de la mise à l'échelle, mais du coup ça permet de gagner aussi en performance. Vous voyez ici comme maintenant le jeu gagne 5 voire 6 FPS de plus, tout en maintenant la même qualité d'image. Donc compliment Intel, l'XeSS des fois est même mieux de l'FSR et c'est activable sur toutes les cartes graphiques comme le FSR. Toute amélioration de cette technologie est vraiment la bienvenue et je fais les compliments à Intel pour continuer à la faire évoluer et ne pas abandonner le marché des cartes graphiques. Enfin, la dernière news concerne de la RAM capable d'avoir une capacité Jascantera. C'est la 3D XD-RAM développée par l'entreprise Neo Semiconductor. Attention ici quand il dit que ça ressemble à de la Flash NAND, car la mémoire NAND peut retenir les informations même après quand on lève l'alimentation à ces mémoires, alors que la mémoire RAM sert juste pour stocker momentanément des informations. Donc ça n'a rien à voir. Ça ressemble à ça parce qu'ils ont trouvé un design pour cette nouvelle RAM en 3D, comme vous voyez ici. Le seul bémol est que cette RAM miraculeuse, aujourd'hui, on ne la voit pas. Normalement, c'est prévu d'arriver à une capacité de 1 Tera en 2030, mais pour 2024 voire 2025, on devait déjà avoir des RAM de 128 Go. Et même si de la RAM de cette capacité, on peut la trouver aujourd'hui sur le marché, ce n'est pas du tout avec cette techno. En fait, cette news, c'est du 5 mai 2023 et je la reprends juste pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui, on est presque en mai 2024, donc c'est passé un an, et de cette RAM, on a vu que le nom. En général, je pense qu'aujourd'hui, on manque d'évolution vraiment extraordinaire dans l'informatique. Par exemple, le passage des disques durs au SSD, c'était quelque chose qui a vraiment révolutionné, si vous voulez, l'informatique. La vitesse des chargements de Windows, je pense, qui a impressionné tout le monde après le passage des disques durs à SSD. Et je vais dire que ça peut être vraiment une révolution parce que de la RAM avec cette capacité est juste impensable. Mais pour ça, il faudra attendre 2030 quand même, voir si on aura les premières RAM avec cette technologie. Et vous en pensez quoi de toutes ces nouveautés hardware qui vont arriver sur le marché? Écrivez-le dans les commentaires, pouce bleu au passage, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos de tests, news et conseils sur l'hardware et l'informatique. À la prochaine complica, ciao!